mois de juillet, un mois souvent de transition pour certains entre une période, on va dire, de grande activité et peut-être une période plus au calme, plus tranquille, plus reposante, plus paisible normalement. Donc, essayer de faire le bilan quant à l'expérience de ce mois et de cette période. Et puis, moi aussi, de perspective vers l'après, puisque souvent après ces périodes un peu plus calmes, pour certains, on retourne vers des activités beaucoup plus constantes, soutenues. Et puis pour certains, c'est une continuité. Il n'y a pas forcément de pause pendant cette période. Donc il y a vraiment une activité constante et donc un fonctionnement en parallèle avec des situations, des événements du quotidien. Donc c'est intéressant ce dimanche 31 juillet de se retrouver les uns et les autres pour faire un petit peu ce bilan autour de ce thème très intéressant qu'est la paix, puisque vous savez qu'un regard sur la société, c'est aussi et surtout un regard sur notre quotidien, sur nos expériences, et puis à la lumière de thèmes qui sont des supports toujours très intéressants, des vecteurs de recherche, d'interrogation et d'introspection. Voilà, donc bienvenue à ceux et celles qui vont nous rejoindre au fur et à mesure. Nous sommes, donc il est exactement 13h, heure de Paris. Donc je vais, comme toujours, relancer quelques invitations parce qu'il semble que pour certains, malgré le lien que je crée, que je génère avant, que je le relais, ils n'arrivent pas forcément à nous rejoindre. Donc je lance quand même les invitations. Et puis, on espère que cela permettra aux uns et aux autres d'être disponibles. Donc, bienvenue à toi, Thierry. Donc, je continue à lancer les invitations. Donc, tu es plutôt dans une démarche d'écoute pour le moment. Oui, comme tu nous as expliqué hier, et tu es dans une phase assez instructive. Voilà. Voilà, je continue les invitations. Donc, il semble que vous n'entendiez pas. Dites-moi si vous m'entendez. Si vous ne m'entendez pas, dans la dimension de la partie commentaire. Est-ce que vous m'entendez? Du son? Allô? Ah oui, bonjour Luc. Bienvenue dans la plateforme Facebook Un regard nouveau sur la société. Moi, je t'entends très bien, mais il semble qu'on ne m'entend pas. Donc, est-ce que toi, tu m'entends? Allô? Oui. Oui, tu m'entends, Franck? Oui, bonjour Andy, je t'entends très bien. D'accord, parce qu'il semblait qu'il y a un souci au niveau du son, qu'on ne m'entendait pas.
Non, là, je t'entends. Là, maintenant, je t'entends. Sauf si tu peux augmenter un peu ton volume. D'accord. Donc là, c'est bon, tu me confirmes qu'on m'entend. Là, c'est parfait, impeccable. D'accord, très bien. D'accord. Ben, d'ailleurs, c'est très intéressant que tu sois donc le premier à te mettre dans la partie des interventions, puisqu'on rappelle que le thème sur la paix, c'est toi qui as été à l'initiative de la proposition de ce thème. Donc un thème très intéressant hein, que nous avons pendant 1 h et 10 minutes hier, autour desquels nous avons échangé. Et donc, on a touché des pans très intéressants. Le pan, comme toujours, hein, au niveau social, toujours aller dans la racine, dans l'étymologie des mots. Et l'étymologie des mots, au-delà de dire que ça vient du grec ou du latin ou autre, ça ramène surtout à une racine identitaire, ça ramène à un champ social, ça ramène un champ de perception, un champ de compréhension, une idée de soi, une conscience, voire une pseudo-conscience. Et effectivement, derrière ce mot paix, c'est encore une opportunité d'entrer dans cette racine commune à beaucoup, qui est notamment la sphère sociale. Et puis, comme toujours, il y a possibilité de pouvoir élargir le regard pour permettre d'apprécier des concepts, des réalités, les mêmes événements, les circonstances, mais avec un regard plus haut, un autre regard, un regard plus haut, plus large, voire plus vrai, plus véritable, puisque s'accompagnant notamment de cette dimension dont on parle souvent au niveau harmonie, une harmonie qui peut s'allier à cette conception de la paix. Donc, je vais te laisser peut-être juste faire un petit résumé de ce peut-être que toi, tu as pu retenir des moments d'échange hier, et puis te laisser peut-être, hein, s'il y a d'autres pans ou s'il y avait des témoignages plus précis, plus particuliers que tu voudrais nous apporter, puisque l'intérêt aussi de cet autre format du dimanche, c'est que nous sommes dans un cadre plus intimiste, donc cela permet parfois de pouvoir notamment partager, insister notamment sur la phase des témoignages. Donc on te laisse la parole, Franck, et puis ensuite on revient pour continuer le tour du salon pour avoir les réactions des uns et des autres par rapport au thème. Oui, bonjour Andy. Et merci de me donner la parole sur ce sujet que nous avions commencé à aborder depuis hier. Et justement, ce que je vais dire d'ancrer par rapport au sujet, je souhaiterais justement que l'on revienne encore sur la structure de l'humain. Parce que justement, quand on parle de la paix, tel que cela est conçu au niveau social, on ne peut pas parler de paix sans parler de l'humain, puisque c'est lui, justement, qui est, ou alors qui est en quête perpétuelle de paix. Et c'est la raison pour laquelle hier, je suis revenu sur la fameuse pyramide qui met en lumière la structure de l'humain. Connaissez vous-même la pyramide de Maslow? La pyramide de Maslow qui, justement, conçoit l'humain comme une somme, une mosaïque de besoins. Essentiellement comme une somme, une mosaïque de besoins. Et si bien qu'il est dit par la suite que si le besoin justement de cet individu n'est pas comblé, n'est pas satisfait, le processus de vie va bloquer. Donc ça veut dire en réalité ce qui fait, on peut dire la survie de cet individu, de cette architecture, c'est la réponse et la satisfaction à son besoin. Maintenant, d'un autre côté, quand on observe justement comment, on peut dire l'intelligence Dieu a organisé l'univers, vous savez très bien que même à partir des lois naturelles, là on a parfois ce que l'on entend, on appelle saison sèche, saison de pluie. On a parfois, on a la nuit, on a le jour.
Et on peut l'étendre sur beaucoup d'autres éléments. Ça veut dire que quelque part, est-ce que, justement, selon que le Créateur a organisé et conçu l'univers, est-ce que le besoin de l'humain est appelé à être perpétuellement alimenté, perpétuellement satisfait? Est-ce que c'est possible? C'est une question à laquelle tout le monde peut répondre. Parce que quand on revient donc justement sur cet individu qui n'est qu'une somme de besoins, on peut donc aussi entre autres se poser la question à savoir, est-il donc possible justement que cet individu qui est une somme de besoins, selon qu'il a été structuré, conçu, au sein d'un environnement, on peut dire qu'il est régi plus loin par des lois naturelles, est-ce qu'il est possible justement que cet individu soit en paix? Est-il possible vraiment que cet individu connaisse la paix? Donc c'est justement autant de questions que je voudrais justement que nous apportions, sur lesquelles je voudrais que nous apportions des analyses. Ça, c'est le premier point. Bon, maintenant, le deuxième point qui touchait justement à la troisième question avant de te rendre la parole, quand nous parlions hier justement comment la paix se construit? Comment la paix se construit? Et si nous concevons donc justement la paix, comme tu le disais, si nous faisons un lien avec l'harmonie, la maîtrise, cette grande capacité de gestion, on suppose bien que ça ne peut venir que de créer loin du Créateur. On sait très bien que c'est une question non seulement d'identité, mais laquelle identité aussi se construit. Et je vais donc prendre une image pour sortir par là. Tu sais très bien, Angéline, que si on donne une voiture ou alors un avion à quelqu'un qui ne connaît pas c'est quoi l'avion, il n'est pas capable, je ne pense pas qu'il sera en même d'avoir la maîtrise ou alors le contrôle sur l'avion. Ce n'est pas possible. Donc, on peut donc, entre autres, aussi comprendre que quand on parle justement de la construction qui aboutit à la maîtrise, ça ne se fait pas sans connaissance. Parce que vous ne pouvez pas avoir la maîtrise d'un avion si vous ne le connaissez pas. Si vous ne connaissez pas un système, vous ne pouvez pas le maîtriser. Vous ne pouvez pas le réguler. Donc, ça veut dire qu'en réalité, la construction justement qui aboutit à la maîtrise est tributaire justement au savoir. Or, le savoir, comme on l'a si bien dit dans nos enseignements, c'est le pouvoir. Or, on sait très bien que quand on parle du savoir, du pouvoir, ça renvoie forcément au Créateur. Donc, je vais m'arrêter là et vous laisser le temps de rebondir. Merci Franck pour ce rappel, toujours dans cette racine identitaire, donc qui ramène toujours à la question qui suis-je, puisque lorsqu'on parle de paix, on identifie effectivement un référentiel, un siège de la paix, et souvent celui qui est en quête de la paix, donc ce siège, c'est notamment l'humain. Donc, il est important, effectivement, de se questionner quant à la racine identitaire de cet humain. C'est ce qui permet ensuite d'être dans le pragmatique, aller vérifier la faisabilité de la conception de cette paix dans ce référentiel. Et puis, comprendre l'humain, c'est comprendre sa source, son ensemble de définitions, parce que nous savons que nous sommes dans un monde, dans un univers, comme tu parlais, de lois physiques et naturelles, dans un univers quantique où les formes ne sont pas la réalité, mais bien des spectres, l'ombre de la réalité. Et pour comprendre même ce qui est en mouvement, il faut aller dans cette racine. Et effectivement, toujours questionner, avoir la capacité d'aller au cœur de cette réalité permet ensuite d'être efficace et ne pas tomber dans les mythes, dans les chimères, dans toutes sortes de concepts illusoires qui, étant finalement captifs de ces conceptions, rend plutôt utile, enrôlée, mise en mouvement au quotidien, au service de ce que l'on ne perçoit pas, dont on n'est pas réellement conscient. D'ailleurs, ça fait partie des éléments qui ont été abordés encore hier dans cette notion de la paix comme outil de gouvernance, avec l'être social construit par notamment cette mosaïque d'idées reçues, avec notamment une conception et on va dire illusoire de la paix, dont le quotidien est en faveur de ceux qui notamment participent à concevoir et à implémenter ces perceptions
à travers ces personnes en mouvement et qui, elles, s'assurent ainsi une certaine paix, un certain repos quant à la relative maîtrise, domination plus ou moins pérenne que cela peut susciter. Donc, je vais rapidement faire un tour du côté des commentaires avant de laisser la parole à Luc. Puisque nous avons notamment une question que Annick a posée, donc donc elle donne son retour par rapport à l'émission d'hier et à l'approche du thème. Elle demande alors qu'elle dit que ce qui lui est venu, c'est donc la question de savoir s'il est possible d'assimiler la notion de calme, de silence, de tranquillité à la notion de paix. Je trouve que c'est une question très intéressante parce qu'elle va vraiment permettre encore de rentrer dans le quotidien et dans souvent l'approche que ce qu'on appelle en général l'être social associé à la notion de paix. Et pour ma part, donc à tous ceux qui nous rejoignent, je nous invite à réfléchir autour de cette question. Comment concevez-vous la paix? Et partant de cette conception que vous avez, pouvez-vous affirmer, l'expérimenter au quotidien? Donc, merci à ceux qui peuvent nous partager donc le fruit de cette réflexion audiblement ou par écrit. Voilà, donc sans plus tarder, je te laisse la parole, Luc. Merci de ta présence. Ok, merci. Merci, Angéline, et bonjour à tous. Voilà. En évoluant, certainement, nous allons répondre à la question de Annick. Donc, est-il possible de concilier la tranquillité, le calme, avec la notion de paix? Il faut souligner que, ça c'est très important, que ce sont des termes qui sont très courants. Je parlais de la paix et la sécurité ou de la sûreté. Ce sont des termes qui sont courants dans les discours des hommes politiques de premier plan. N'est-ce pas? Voilà. Les discours des hommes politiques de premier plan à l'échelle internationale. Et dans cette notion de paix ou dans le concept de paix, lorsque ça revient dans la rhétorique politique des leaders de premier plan sur le plan international, ça ne concerne jamais, mais alors au grand jamais, les populations. C'est-à-dire que quand les leaders de premier plan, ceux qui comprennent un tout petit peu, ou alors qui donnent l'impression d'être les hauts représentants de ce qu'on peut appeler ici le grand instructeur ou le grand architecte universel, c'est-à-dire de l'ordre universel, lorsqu'ils parlent de paix, ils voient derrière la pérennisation et la maîtrise de l'ensemble des maillons, des éléments participatifs à la réalisation de l'objectif global. Et ils ne voient pas ici une quelconque paix ou maîtrise des éléments impliqués, notamment les êtres humains. Donc, quand on parle de paix, ça ne touche pas à... Si on définit la paix comme étant la maîtrise, d'abord de l'objectif et la maîtrise des éléments d'interaction, ça ne touche pas donc à une quelconque paix qu'on souhaiterait que les populations puissent expérimenter. Non. D'ailleurs, sachons-le quotidiennement, quelqu'un qui expérimente la paix ou l'harmonie devient difficilement contrôlable, devient difficilement menable. On arrive à contrôler un individu, à le mener où on veut, ou à le manipuler lorsqu'il est dans une situation de perturbation. Quand il est dans une situation de disharmonie avec lui-même, une situation de trouble, si vous voulez, quand il est déstabilisé sur le plan psychologique, vous pouvez facilement le mener. Dans les techniques même utilisées, techniques de gouvernance permettant de mener quotidiennement les populations comme des moutons,
c'est qu'il faut créer des conditions de stress aigus dans les populations pour facilement mener les populations. Donc, il faut travailler de telle manière que les populations, comme des êtres conditionnés, ne connaissent jamais la paix et donc facilement qu'elle soit menable. Donc, la paix, quand on en parle, c'est d'abord par rapport aux objectifs de la société. Bon, hier, nous l'avons rappelé, dans la chronique qui a été un élément introductif du sujet, dont on faisait allusion, par exemple, à une conception de Dieu qui, à un moment donné, avait trouvé que la création, au premier plan se trouvait l'homme, était difficilement maîtrisable, comme s'il la maîtrisait. Il a utilisé un moyen fort, des armes très, très, très fortes, lourdes pour nettoyer la terre, donc pour maîtriser, pour prendre le contrôle de la situation, pour remaîtriser la situation. Vous voyez, donc, parce que, supposant que selon le type, ce qui est présenté, que Dieu s'était inquiété du fait que l'être humain qu'il avait créé et sur lequel il avait mis tout son espoir pour réaliser l'objectif qu'il avait établi, que cet être humain s'était détourné contre lui. Il s'était rébellé contre lui. Il avait été corrompu par des forces exogènes. Et donc, pour cela, pour reprendre le contrôle de la situation, selon ce qui est présenté, il fallait balayer cette espèce. Donc, à partir de là, quand on parle de la paix, c'est-à-dire, entre guillemets, le Dieu dont on présente parler de la paix, c'est par rapport d'abord à ses objectifs. Vous voyez, et on peut le voir dans la manière dont la société est gouvernée. Voilà. Et là, je rappelais ce que je peux appeler ici cette définition, cette approche de la paix qui est déclinée au niveau qu'on trouve au niveau, par exemple, des instances internationales, notamment de l'ONU, où on dit la paix, où longtemps avant, on a cru que la paix, c'était l'absence de guerre, mais l'évolution de la connaissance ou de l'intelligence au niveau social a permis de comprendre que la paix ne signifie nullement pas l'absence de guerre. La guerre peut même être un moyen de pouvoir créer les conditions de paix, c'est-à-dire de contrôler les situations. Bon, par contre, on dit la paix, c'est la connexion de l'humanité à la hiérarchie spirituelle. Donc, on voit toujours là ces objectifs de contrôle, ces objectifs de maîtrise totale, des éléments permettants, les éléments sur lesquels on s'appuie, les éléments qu'on a définis, qu'on perçoit comme étant les moyens d'action, comme étant son économie. Plus on les maîtrise, plus on est en fait par rapport à ces objectifs, plus on peut réaliser ces objectifs. Voilà. Et donc, ce qui veut dire que, au niveau social, le conditionnement par ce que chacun reçoit comme éducation, d'abord a vocation de garder l'individu dans la négation de la paix, c'est-à-dire dans le contraire de la paix. Et on peut le voir quotidiennement, parce que le mouvement quotidien vise, n'est-ce pas, à pouvoir maîtriser les situations, à pouvoir maîtriser les situations, c'est-à-dire avoir la paix. Mais on réalise quotidiennement que personne n'y arrive. C'est-à-dire, pendant que vous croyez avoir résolu une situation, maintenant, dans une heure, une autre situation survient, ou d'autres situations, 2 ou 3 autres situations, qui vous mettent dans une situation de trouble, dans une situation de stress surviennent. Vous voyez, donc, ça, c'est un mouvement, un mécanisme totalement interminable. Ça, c'est fait exprès, justement. D'ailleurs, les situations auxquelles on fait face quotidiennement et dont on cherche à résoudre sont créées par l'environnement social, de manière consciente, de manière exprès, créées par l'environnement social. Je prends l'exemple que vous pouvez avoir des difficultés à assumer vos charges sociales quotidiennes, ça vous met dans une situation de trouble, ça vous met dans une situation, entre guillemets, d'insécurité. Vous pouvez avoir difficulté à payer vos factures, vous pouvez avoir difficulté à payer votre loyer, pour difficulté à manger, des difficultés à pouvoir conserver votre travail, vous pouvez avoir des confrontations avec tel ou tel, c'est-à-dire des humains. Donc, en fait, des situations sont créées quotidiennement. Mais posons-nous la question, pourquoi est-ce que ces situations sont créées? Mais justement, c'est pour accentuer la condition d'instabilité des sujets sur lesquels on s'appuie pour agir. Si ces sujets, à un moment donné, arrivaient à une dimension où ils ont l'impression de tout maîtriser, on ne les contrôlerait plus. Vous voyez, on ne les contrôlerait plus.
Donc, on voit d'ailleurs, on le fait au niveau, des fois au niveau de l'agriculture, au niveau de l'élevage. Pour pouvoir contrôler un troupeau d'animal, il faut le stresser. Donc, plus il est stressé, plus vous le contrôlez. Vous voyez, donc, ainsi de suite. Donc, ça fait partie donc, des mécanismes de gouvernance. Donc, lorsque la société parlait de paix au premier plan, les plus hauts représentants de société parlent de la paix, même si eux-mêmes n'arrivent jamais à connaître la paix. Derrière la notion de la paix, il y a plutôt cette visée, cet objectif de maîtrise, de moyens dont on a à disposition qui garantirait dont le contrôle garantirait la réalisation de l'objectif. On pourrait même dire la réalisation pérenne des objectifs. Par contre, si on ne maîtrise pas les moyens, ben on se sent en insécurité. Non seulement les objectifs ne seront pas atteints, mais aussi la question de la survie de celui qui ne maîtrise pas les moyens pourrait se poser. La question de la survie pourrait se poser. Donc c'est ainsi qu'on peut voir les nations utiliser la guerre, les gouvernements utiliser la guerre, parce qu'il y a une question de survie derrière. Il y a des enjeux dont on estime que ces enjeux viseraient, il y a des situations qui surviennent comme si ça viserait à empêcher à une nation de pouvoir réaliser ses objectifs. Elle se retrouve dans une position d'insécurité. Donc, pour pouvoir se donner les moyens de réaliser cette sécurité, il faut déclencher un mécanisme, il faut utiliser certains moyens permettant donc de pouvoir se donner une certaine conscience entre guillemets relative de sécurité. Donc voilà tout petit peu. Merci beaucoup, Luc, pour cet apport encore très, très riche, comme toujours, très intéressant. Quand on parle de paix, on parle d'un objectif. Celui qui parle de paix l'assimile à un objectif, donc à son niveau de conscience, qui le ramène dans un champ, en fait, de perception, de projection, et à un champ aussi de ressources qu'il doit réussir à maîtriser, à canaliser vers son objectif. Et là, à ce moment-là, lorsqu'on est dans la sphère sociale, comme on le dit souvent, on est dans un espace, dans une réalité relative, puisque souvent, dans cette conscience, il y a ce qu'on appelle le je, il y a ce qu'on appelle l'autre, autrui. Et donc, dans cette conscience-là, ce que j'ai comme objectif n'est pas forcément ce que autrui aura comme objectif. Donc, l'action d'autrui peut être avérée comme menaçant mon objectif. Et à ce moment-là, lorsqu'il y aura confrontation entre donc ces deux objectifs en mouvement qui veulent pouvoir tout maîtriser pour pouvoir exprimer et atteindre ce fameux objectif, il y a donc absence de paix. Et donc, c'est là que j'ai trouvé ça très, très, très intéressant parce que comme on dit, ce qui est exprimé à une sphère au-dessus, chacun peut l'expérimenter au quotidien, puisque c'est même cette conception aussi de la paix liée à la notion de soi, associée à la notion d'individualisme dont on parlait hier, qui fait qu'au quotidien, il y a donc incapacité de pouvoir même expérimenter ce que Annick parlait, tranquillité, calme, etc., puisque au quotidien, enfermé dans un individualisme, donc dans un niveau, dans un champ de perception de soi et de ce qu'on appelle objectif totalement illusoire. Donc, ça va se confronter à beaucoup d'autres aussi pseudo-objectifs et donc, ça ne va pas permettre la paix. Et je trouvais ça aussi très intéressant, sa question, parce qu'elle utilisait la notion de calme, de silence, de tranquillité. Et ce qui me venait par rapport à ces mots, à l'univers qui se cache derrière ces mots, calme, silence, tranquillité, comme on en parlait hier, pour la plupart pour l'être social de façon générale, celui en tout cas qui est l'individualisme en mouvement, calme, silence et tranquillité signifie ne pas se confronter, ne pas avoir une capacité de pouvoir s'isoler, s'extraire au maximum de ce qu'on appelle l'autre, le rapport à l'autre, le rapport aux événements. C'est-à-dire, on a souvent cette image de calme, silence et tranquillité, de se retrouver seul, par exemple, dans un environnement sans bruit, dans un environnement propice à son bien-être. Et donc, en général, c'est à ça
qui est associée à la notion de calme, de silence, de tranquillité et de paix. Et donc, ça fait que cet imaginaire-là au quotidien pousse ceux qui sont enrôlés dans cette quête-là de finalement renforcer cet individualisme pour essayer de se créer, de se structurer une organisation qui leur permettrait d'avoir, avec cette connotation, calme, silence et tranquillité. Or, ce serait intéressant de poser la question à ceux qui sont dans ce type d'expérimentation au quotidien, de savoir que même si ils se retrouveraient, entre guillemets, seuls, dans une forêt ou dans un environnement où il y a personne d'autre, il n'y a pas de bruit, ce qu'on appellerait silence, où il n'y aurait pas d'interaction qui pourrait, entre guillemets, nuire à ce qu'on appelle bien-être et autres. Est-ce que il y a ces personnes-là ont la capacité d'expérimenter vraiment ce qu'on appelle la paix? J'aimerais bien avoir peut-être un petit retour à ce niveau, même si de façon intuitive, effectivement, quand on sait qu'on est des êtres vibratoires et que même au-delà de ce qui peut être en notre contact au niveau extérieur, la réalité de ce que l'on est, elle est totalement donc vibratoire, donc au niveau des informations, de l'imaginaire de ce que l'on représente, des pensées et autres. Et je pense que malgré, même en essayant de créer un type d'environnement supposant répondre à ces critères, eh bien, je pense que jusque-là, par définition, par rapport à ce que représente cette antenne qu'est l'individu, il n'expérimente pas la paix puisque, comme tu l'as si bien expliqué, Luc, l'objectif est que même dans son, comme on dit souvent, même dans son mental, même dans le type de pensée, même dans l'idée de lui, même dans la projection qui se fait de lui, ben, il n'est pas possible qu'il n'ait pas une situation, une réalité, même une rencontre subtile qui génère finalement disharmonie. Donc, c'était un petit peu ça qui me venait par rapport à cette question d'Annick. Et donc, je te laisse, Franck, rebondir dessus et peut-être aussi apporter des éléments de réponse à cette question. Ok. Bon, alors, donc, il me semble que Franck n'est pas disponible. D'accord. Je vais apporter un élément complémentaire de réponse à la question d'Annick. D'abord, avant d'apporter cet élément complémentaire, je parlais dernièrement ici avec un avocat. Et nous parlions de la loi, le rôle de la loi, c'est-à-dire la norme en société. Et puis, il me disait, à titre de rappel, que la norme ou la loi n'est pas faite pour être obéie, justement. Et il dit si l'on respecte, l'on arrive à obéir à la loi, l'avocat n'existerait plus, le magistrat n'existerait plus, l'institution judiciaire, par exemple, globalement n'existerait plus, et c'est toute la société qui serait mise en cause. Donc, l'objectif n'est pas que celui qui est opposé à la loi puisse être capable de respecter la loi. Voilà. Et puis, par ailleurs, il soulignait quelque chose encore de très intéressant. Il disait, en fait, la loi, c'est un pouvoir qui s'oppose au pouvoir, c'est-à-dire qui s'oppose à la capacité de l'individu de faire ce qu'il veut. C'est pour ça que, généralement, le citoyen est hostile à la loi, parce que la loi menace sa capacité de faire, donc le plonge dans un état d'insécurité. Alors, remarquez très bien que souvent, lorsque vous vous retrouvez dans une situation où vous jugez, vous pensez que vous êtes coupable vis-à-vis de la loi, vous n'êtes pas tranquille. Vous plongez dans un stress terrible. Et dans certains, généralement c'est comme ça dans certains pays par exemple, quand vous estimez ne pas être conforme à la loi, c'est vous qui le savez. Et le fait de voir un gendarme ou un policier peut faire en sorte que vous attrapiez le mot de tête. Vous voyez, donc, en fait, vous vous retrouvez dans une situation d'insécurité. Pour dire que on n'est pas, au niveau social, l'individu n'est pas éduqué ou conditionné pour être en paix, justement. La base même de l'éducation que chacun reçoit, c'est pour qu'il soit constamment dans le trouble.
dans le stress, dans l'angoisse, dans la peur. Et la société veille à créer les conditions pour que l'individu ne connaisse jamais, c'est donc, Annick parlait là, une situation, entre guillemets, de calme. Vous voyez, une situation de calme. Lorsqu'à certains moments, je prends un exemple que, bon, vous pensez que par le pouvoir de l'argent ou la monnaie, vous pouvez répondre à un certain nombre de situations, n'est-ce pas, les maîtriser. Bon, et vous répondez à une situation maintenant, et puis une heure après, et lorsque vous avez répondu à cette situation, ça vous donne l'impression, l'illusion d'être calme. Vous voyez, vous rentrez dans un moment de calme. Je parle là, calme intérieur. Vous voyez, calme intérieur, un apaisement. Mais généralement, il survient qu'il arrive que, généralement, par expérience, que cet état-là ne dure pas. Donc, une autre situation va survenir. Et puis, qui va déstabiliser, qui va créer chez vous un autre état émotionnel. Vous allez vous retrouver dans un état de trouble. Et puis, des fois, le trouble peut être très aigu. Voilà. C'est que la société, pour vous mener, pour vous contrôler, parce que vous êtes la ressource de la société. Vous êtes une économie pour la société. Donc, pour contrôler, pour réellement avoir la garantie qu'elle doit vous contrôler pérennement, il faut que vous soyez dans une situation de trouble constant. Vous soyez dans une situation de stress constant, dans une situation, entre guillemets, d'angoisse constante. À partir de là, on peut contrôler les gens. Donc, c'est une illusion souvent de penser qu'on est à la recherche de la paix intérieure ou de calme. Même comme tu l'as souligné, certains d'ailleurs, lorsqu'on parle de calme ou de tranquillité, bon, ils la confondent un peu, je ne sais pas, à un certain moment, ça peut être un certain moment d'inactivité. C'est-à-dire où quelqu'un dit, bon, je reste maintenant calme chez moi, ainsi de suite. Mais ce n'est pas parce que vous restez, par exemple, chez vous, ou même que vous êtes couché sur le lit, que vous êtes calme à l'intérieur. C'est-à-dire que vous pouvez rester toute une journée, ou même dire que vous prenez 2 semaines d'ermitage, vous vous éloignez de la ville, vous allez même en forêt, mais il n'est pas garanti que même étant en forêt, vous êtes vraiment serein à l'intérieur, à tout intérieur de vous. Donc, il y a une somme de situations qui vont faire toujours en sorte que vous soyez en ébullition. Donc, pour dire, en fait, que, encore une fois, je le dis, quand la société parlait de paix, c'est-à-dire quand les hauts représentants de la société parlaient de paix et de sûreté, ça n'a jamais rien à voir avec ta condition individuelle. Jamais rien à voir avec ton quotidien. Ça a tout à voir avec la capacité de maîtriser l'ensemble des éléments économiques, c'est-à-dire les humains ou le reste d'autres éléments qui rentrent en jeu pour permettre à la société d'atteindre ses objectifs. À partir de là, on peut parler donc de la paix. Hier, tu citais, je ne sais pas si c'était pendant la chronique, tu citais cette parole de Donald Trump qui disait, parlant des États-Unis, il disait que un pays qui ne contrôle pas l'intérieur, ses ennemis intérieurs ou son intérieur ne peut pas contrôler l'extérieur. Vous voyez, ne peut pas contrôler l'extérieur. Donc, lorsque la société parlait de paix, société, à travers ses figures, premières figures représentatives, ça ne veut absolument pas dire qu'elle se soucierait de ta condition, vous voyez, de paix ou de maîtrise de quelque situation que ce soit. D'ailleurs, la preuve en est que quand il faut que la société atteigne ses objectifs, elle peut décider, c'est-à-dire par ses hauts représentants, décider de provoquer une guerre qui va toujours déstabiliser, qui va éliminer même certaines personnes, ou alors provoquer, je ne sais pas, une maladie, provoquer des fois des tensions extrêmes. Donc, elle sait que par ces tensions, ça va affaiblir les moyens sur lesquels elle s'appuie, c'est-à-dire les humains, et ça va lui permettre d'atteindre ses objectifs. Oui. Vraiment très intéressant. Donc, quand la société parle de paix, ça n'a rien à voir avec l'individu. Donc, sa quête n'est pas de trouver des solutions, de mettre à contribution des solutions pour permettre que les uns et les autres qui constituent les ressources vives, qui construisent la pérennité de la société, puissent expérimenter que ce soit calme, tranquillité ou paix intérieure ou autre. Bien au contraire, puisque à la question comment se construit la paix, au niveau social, comme on le comprend encore plus avec ta prise de parole et celle de Franck, mais dans la société, donc cette conception de la paix se construit par le fait au contraire, être de plus en plus ingénieux au niveau des stratégies, des politiques gouvernementales pour trouver des solutions, pour s'assurer qu'au quotidien, quel que soit le contexte, quelle que soit la condition, même seul
couché sur son lit avec aucun bruit ou autre, qu'il y ait en soi une activité totalement de disharmonie, les tensions, les inquiétudes, les peurs, les craintes par rapport à donc un environnement qui est créé, des pressions sociales. On en parle souvent, qui sont orientées vers les uns et les autres, ne permettant pas qu'il y ait à un moment donné une ouverture, une brèche qui s'ouvre vers une perception de soi, un imaginaire en dehors qui rendrait incontrôlable par cet environnement, parce que voici comment, au niveau du concepteur de la société, eux, ils construisent leur paix, ils assurent la maîtrise de l'ensemble, que chacun reste contrôlable. Voilà, et puis avec cette notion, cette illusion, cette orientation vers la fausse cible qu'est l'argent, parce que avec cette autre connotation qu'il y a derrière cette fameuse paix, donc est associé donc cet outil qui serait l'outil ultime, l'outil central capable de soi-disant permettre de maîtriser toutes les situations, puisque à situation, la plupart entendent pression, les pressions sociales, les charges sociales, les obligations sociales qu'incombe cette sphère. Donc, il y aurait ce Saint Graal, cet outil incontournable, cet objet sine qua non, que serait l'argent qui permettrait, qui assurerait à celui qui en serait détenteur, qui aurait donc un volume conséquent, de pouvoir expérimenter la paix dans la mesure où ça lui donnerait la capacité, la maîtrise. Mais on comprend bien que ce serait même intéressant de questionner ceux qui peuvent être en rapport avec des volumes conséquents de cette monnaie, si cela leur permet effectivement d'expérimenter de façon durable, d'être isolé, totalement isolé d'informations, de pensées, de situations, d'interprétation d'événements, d'interaction avec autrui, avec les rencontres physiques ou subtiles qu'il verrait comme menaçant, comme empiétant sur le confort ou étant un sujet d'insécurité. Et je pense que la réponse à cette question, même à celui qui aurait le plus gros volume monétaire, sans avoir une capacité de pouvoir interpréter les situations, toute situation comme à son avantage, ne pourrait expérimenter véritablement la paix et la maîtrise. Donc, ça me permet de rebondir par rapport à cet exemple à l'instant sur voici comment se construit la paix en société, par rapport à ceux qui l'ont conçu et qui font des populations des artisans de leur paix. Maintenant, on parle de la possibilité d'expérimenter l'harmonie. On parle souvent d'une dimension suprasociétale, hors de cette réalité, une capacité au quotidien d'expérimenter autre chose. Par rapport à cette notion de calme, de tranquillité, de paisibilité, de maîtrise de l'autre, etc., au quotidien, ce que beaucoup finissent par conclure, c'est que effectivement, il y a des pressions, etc., mais pour au moins avoir un peu de paix, en fait, la solution, la logique serait de minimiser les interactions avec autrui, minimiser les pressions, minimiser la proportion des outils d'interaction. Voilà, minimiser la proportion des outils d'interaction qui favoriserait donc ce qu'on appelle au moins à son échelle la paix. Et moi, la question qui me vient, c'est est-ce que au contraire, finalement, si paix égale maîtrise, capacité de gestion, est-ce que la vraie construction d'une telle dimension de perception, elle n'est pas dans finalement la grande capacité à s'ouvrir à l'extérieur et à s'ouvrir à un champ de plus en plus élargi, de plus en plus grand d'interaction, donc de ressources participatives à cette construction identitaire. J'aimerais avoir votre avis par rapport à cela et d'éventuels témoignages. Je ne sais pas si Franck est de retour avec nous et pourrait donc apporter un élément à ce sujet. Comment se construit à ce moment-là l'harmonie? Est-ce qu'il faut minimiser les interactions ou est-ce qu'au contraire, c'est dans la pluralité, dans l'ouverture, dans même entre guillemets le fait de s'ouvrir à ce grand champ de ressources que se construit finalement une capacité grandissante de maîtrise. Qu'est-ce que tu as à dire à ce sujet, Franck?
Oui, Angers, je ne sais pas si j'ai saisi ta question, demandant comment se construit l'harmonie dans cette capacité de maîtrise. Avant peut-être de prendre une image, je pense que ce sont des choses qui ne se décrètent pas. Ce sont des choses qui ne s'inventent pas. Ce sont des choses, je peux dire, dont on ne s'auto-proclame pas. Ce sont des choses qui peuvent être observables et de par l'interaction qu'un individu peut avoir avec le quotidien. Notre quotidien qui est extrêmement dense, qui est essentiellement fait des événements, des situations, très souvent même interprétées socialement comme dangereuses. Donc on peut bien se rendre compte que ce sont des choses, je dis bien, qui ne s'auto-proclament pas. Mais je vais partir d'une image simple pour que l'on comprenne. Imaginez-vous que l'on vous remette un avion, et comme je le disais tout à l'heure, et que vous représentez un niveau d'information nul par rapport à la compréhension déjà même de l'engin dans le système et à son usage. Il est clair que si on vous donne cet avion, en réalité, vous ne pouvez pas manifester de l'harmonie ou alors de la voie de la maîtrise vis-à-vis de cet avion. Mais généralement, qu'est-ce que l'on fait souvent? Je pense que l'on crée le pilote. On crée un pilote. Parce que quand on parle d'un pilote, c'est une somme d'informations, je peux dire relative on peut dire aux engins volants, en quelque sorte. Donc il y a une formation. Et au cours justement de la formation, on construit une base de compréhension qui va donner la capacité au pilote de maîtriser et de comprendre l'engin. Mais avant ça, il n'est pas pilote. Donc, comme nous parlons donc justement donc de la maîtrise, en réalité qui ne passe pas sans le savoir, donc sans la connaissance, qui elle-même renvoie à Dieu le Créateur, je pense que si vraiment l'on n'est pas la particule, la substance, on peut dire de l'être, donc du savoir, l'on ne peut pas parler de maîtrise. L'on ne peut pas parler d'harmonie. Bien même quand on parlerait de maîtrise ou d'harmonie, on ferait allusion à toute autre chose. La preuve en est que les événements au quotidien, chacun peut en être conscient, viennent nous révéler en réalité le contraire. Donc, il n'y a pas de maîtrise sans connaissance. Et il n'y a pas de connaissance sans expérimentation, donc sans éducation. Donc la connaissance, elle se crée et elle se construit par le biais de l'éducation, mais à condition que cette éducation ne relève pas de la programmation sociale, mais qu'elle vienne d'une fréquence qui soit au-dessus. C'est ce que je peux dire par rapport à cela, Angélique. Merci beaucoup, Franck. Il n'y a pas de paix, il n'y a pas de maîtrise sans connaissance. Et la connaissance, c'est le fruit d'une éducation, la construction par l'éducation, par l'expérience et avec de façon sous-jacente la réalité, la conscience dans une sphère hors de cette dimension programmatique, mais dans une sphère intelligentielle. Qu'est-ce que tu peux rajouter, Luc, par rapport à cette approche très intéressante de Franck? Ben, moi, ce que je peux rajouter, c'est que tout comme la maladie, par exemple, la question de la maladie relève totalement de la programmation en société, la programmation sociale. Personne ne peut imaginer que le type d'éducation qu'on reçoit lorsqu'on rentre en société puisse exempter qui que ce soit de la maladie. Ça veut dire qu'on est éduqué pour que cette éducation puisse générer la maladie, les pathologies. Ça, c'est très bien connu de tout ce qui planifie la société. Dans les sociétés beaucoup plus avancées, on peut te dire à quelle tranche d'âge tu vas avoir telle maladie, telle maladie, telle maladie. Parce que le type d'éducation qu'on reçoit, n'est-ce pas, prédispose à cela. Maintenant, la société s'est arrangée aussi à accompagner la maladie. Vous voyez, donc, au niveau médical, s'il y avait un médecin là, parmi nous, il pourrait le confirmer ou infirmer. On dit que la médecine n'est pas faite pour
guérir la maladie, pour annuler